Le génie d'Eiichiro Oda est sans limite, et il se peut que nous puissions déjà connaître le One Piece. Bienvenue dans le chapitre 2 de La Quête, notre analyse collaborative des color spreads du manga One Piece, dans le but de découvrir le trésor final et toutes les subtilités de l'œuvre. Salut, moi c'est Mythos, et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'analyse de ces pages couleurs t'intéresse. Si tu ne sais pas ce qu'est un color spread ou un foreshadowing, je t'invite à te rendre sur la première vidéo où j'explique tout cela en détail. Dans le premier chapitre de cette épopée, nous avions analysé 3 color spreads et nous avions décelé de choses très intéressantes. Je tiens d'ailleurs à remercier Anbu Shinji qui m'a éclairé sur un point. Je ne me souvenais pas à quoi faisait référence le tonneau avec la tête de mort dans la color spread du chapitre 1. Eh bien, il y a sûrement un lien avec le baril d'alcool empoisonné d'explosifs par Mr. Tree que le géant Dory avale au chapitre 117. D'ailleurs, si j'oublie un détail durant cette analyse ou si votre avis diffère du mien, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. L'objectif de ce format est vraiment de faire participer toute la communauté, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons analyser 4 color spreads, celles des chapitres 52, 61, 70 et 79. La dernière possède énormément de petits détails intéressants, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Dans la color spread du chapitre 52, nous pouvons observer les 4 membres de l'équipage sur le dessus et les personnages principaux de l'arc du Baratie en dessous. Au milieu, le logo de One Piece qui a subi quelques modifications. Dans le haut, nous pouvons voir Patty, le membre du Baratie. C'est un membre assez iconique, assez rigolo, et les os de ce haut sont remplacés par une fourchette et un couteau. Au niveau du E, les vagues me font penser à l'arc Skypiea, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi, donc si ça vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. L'écriture en rouge signifie bien entendu One Piece, donc il n'y a rien à analyser de ce côté-là. Nous pouvons voir également Yosaku et Johnny qui font des bêtises. Je ne sais pas si leurs bras peuvent signifier quelque chose en fonction de là où ils pointent, mais pour moi c'est juste pour faire un petit côté comique. Et donc il y a également une mouette qui représente le E. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de choses très intéressantes à en retirer. Par contre, au niveau des personnages, c'est clair que c'est plus intéressant. Nous avons Don Krieg et Luffy qui regardent en face d'eux comme s'ils regardaient le lecteur. Luffy, lui, le fait avec un sourire en mangeant de la viande, mais il regarde également derrière, vers l'avenir, derrière le lecteur, comme s'il avait un objectif. Krieg, quant à lui, a un sourire inversé et un regard hautain. Ça nous montre donc bien l'opposition entre ces deux personnages. On a Nami qui montre toujours son côté un petit peu malin en faisant un clin d'œil et en tirant la langue. On ne peut pas forcément lui faire confiance parce que ça pourrait être une blague et on sait bien évidemment par la suite qu'elle va trahir l'équipage pour un certain temps. Usopp, lui, regarde vers la droite, vers l'avenir avec une expression de surprise, comme si les prochaines pages et la suite de l'histoire allaient mettre le lecteur dans cet état. Ça donne tout de suite envie de lire la suite et c'est vraiment un bon point, je trouve. Du côté de Dracul Mihawk, on le voit stoïque et tourné directement vers la droite, comme un objectif à atteindre ou nous indiquer que nous le reverrons à l'avenir. De plus, il ne montre que son côté droit, comme pour cacher quelque chose. Zeff, quant à lui, regarde vers le sol, comme s'il avait honte, ou comme s'il regardait sa jambe qu'il a sacrifiée pour Sanji. Zoro, lui, regarde vers le ciel, contemplatif d'un futur où il réalisera son rêve. On peut le voir heureux comme s'il s'imaginait ce moment. Mais le plus intéressant est probablement Sanji, qui semble regarder en direction de Zoro, mais surtout en direction de l'équipage des Mugiwara qu'il souhaite intégrer. Un objectif également pour lui, futur numéro 3 de l'équipage, qui cache son œil gauche à l'aide de ses cheveux. Ce point est d'autant plus intéressant quand on connaît le passé de Sanji, qui sera raconté dans l'arc Whole Cake Island. Cette color spread du chapitre 52, nommée Le Serment, ne nous donne pas beaucoup d'informations, mais elle reste quand même intéressante à analyser. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. La color spread du chapitre 61 ressemble beaucoup à celle du chapitre 28, où nous pouvions voir Shanks, Luffy, Nami et Zoro dans une charrette recouverte de terre et entourée de légumes. Dans celle-ci, Shanks est remplacé par Usopp et les Mugiwara sont directement dans les champs de légumes qui, quant à eux, ne sont plus vivants. En premier plan, on voit Nami qui s'est endormie en tenant un livre à la main, mais ça me fait plus penser au moment où elle tombe malade au chapitre 129 et doit être soignée durant l'arc Drum.
Nous pouvons voir l'inscription NB sur son t-shirt, mais je ne vois pas trop à quoi ça pourrait faire référence, un lien entre NB et Nami. Au niveau du sol, on observe les effets personnels des membres de l'équipage. Un sabre de Zoro, probablement des tonneaux d'alcool, un porte-monnaie géant sûrement à Nami, ainsi qu'un paquet mystère où nous pouvons voir inscrit Lucky ou chanceux en français. Alors qu'y a-t-il dans ce paquet? Qui est chanceux? Je vous laisse me mettre tout ça dans les commentaires. On retrouve Luffy et Usopp, les deux joyeux lurons de l'équipage, qui s'amusent avec une brouette. Luffy semble plus musclé que d'habitude, peut-être car les dessins d'Oda ainsi que le personnage évoluent. Luffy, Zoro et un calamar tiennent un outil de jardinage que l'on pouvait déjà retrouver dans les mains de Shanks dans le color spread du chapitre 28. Il y a également deux calamars qui travaillent dans ce champ et il ressemble étrangement à celui que l'on peut apercevoir au chapitre 102 dans le ventre de la Boune et que Crocus va tuer. C'est un calamar royal qualifié de gros et de méchant. Toujours au niveau des calamars, le petit possède une sorte de corde posée sur la tête, corde qui ressemble à celle du charpentier Minatomo vu durant l'arc Wano et chez qui Franky travaille. Après, je pense que c'est juste un symbole culturel lié au pays du Japon, mais ça fait toujours un petit lien sympathique. Et bien entendu, dans ce champ sont cultivés des radis, dit daikon en japonais, le nom d'un nain du royaume Tantata, apparu pour la première fois au chapitre 732. Je ne pense pas que Oda ait fait ce petit personnage en fonction de ça, mais je trouve que c'est quand même sympa de voir qu'il garde ses inspirations tout au long de l'œuvre. En tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé pour cette color spread, qui était vraiment sympa parce qu'elle faisait une sorte de continuité avec celle du chapitre 28, mais qui nous en apprend pas beaucoup. Par contre, pour la color spread du chapitre 70, c'est tout autre chose. Dès le premier coup d'œil, on sait tout de suite qu'il va y avoir des foreshadowing de l'arc Wano Kuni. Tout d'abord, c'est clair qu'on ressent l'inspiration japonaise avec les différents sabres et les différentes tenues des personnages. Mais regardez en bas à gauche, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Et si, on dirait clairement Kinemon, futur personnage emblématique dont les jambes apparaissent pour la première fois au chapitre 656 et la tête au chapitre 657 avec une forme très semblable, mais surtout une coiffure identique. Par ailleurs, les deux sabres présents derrière la tête du squelette de Kinemon ressemblent énormément à ceux de ce dernier. Suke-san et Kaku-san qui possèdent des gardes jaunes, des motifs de bout de manche jaunes, ainsi que les motifs sur le manche légèrement rouges. Zoro lui ressemble à Ryuma, pas le zombie que nous avons vu dans l'arc Trailer Bark, mais plutôt le personnage du manga Wanted. On sait d'ailleurs que Ryuma est originaire de Wano et que tout comme Zoro au chapitre 656, il a découpé la tête d'un dragon. Cependant, je ne sais pas trop ce que représentent les tatouages qu'il a sur le bras. Mais le sabre qu'il possède et qu'il est prêt à dégainer est le Wado Ishimonji, forgé par un habitant de Wano, Shimotsuki Kozaburo, et qu'il a récupéré après la mort de Kuina. Sur le bras gauche de Nami, nous pouvons voir une inscription en japonais, mais je n'ai réussi à déchiffrer que le caractère du milieu qui signifie trésor. De plus, elle porte une écharpe à carreaux qui lui aurait bien été utile pour ne pas tomber malade au chapitre 129. Usopp, lui, porte une cape plutôt stylée et il a une brochette de Tokoyaki à la bouche. Ce sont des boulettes de calamar, spécialité du personnage d'Octi, que l'on découvre un chapitre avant cette color spread, au chapitre 69. Octi vend d'ailleurs cet aliment sur un bateau qui s'appelle Tokoyaki 8. Du côté de Luffy, pas grand chose à signaler, à part qu'il tient un sabre pour la deuxième fois. La première fois était au chapitre 5 lorsqu'il apportait ses sabres à Zoro, et la troisième, il me semble, au chapitre 912 lorsqu'il récupère le Nindai Kitetsu à Tengu, l'une des 21 grandes lames. C'est donc tout ce que j'ai trouvé pour ce color spread du chapitre 70. Évidemment, il y a toute cette inspiration japonaise que l'on retrouvera à l'arc Wano et qui est vraiment sympa. Le ou la color spread du chapitre 79, je ne sais toujours pas si c'est masculin ou féminin, mais en tout cas, cette color spread est très fournie. Nous pouvons voir les Mugiwara dans une ambiance un petit peu western. Pour commencer, le logo One Piece avec la tête de mort remplacée par un crâne de taureau et les os par des pistolets. On retrouve également des pistolets dans les mains de Nami et d'Usopp. Ce dernier est également lié à Sanji par les deux trous de balles qu'ils ont dans leur chapeau, sans jeu de mots bien entendu. Et Sanji est lui-même lié à Nami car ils ont tous les deux une brindille dans la bouche. Ces trois-là sont donc vraiment reliés. Des couleurs vives sont présentes chez tous les personnages, excepté Zoro qui est lui plus lié au noir. D'ailleurs, son bandana noir signifie-t-il qu'il est en deuil
ou qu'il va mourir. En tout cas, le noir présent chez Zoro le rapproche des deux panthères noires, pouvant faire référence au mouvement révolutionnaire des Black Panthers, des mouvements afro-américains ou encore mouvements de protestation contre le traitement des juifs orientaux. Mais Black Panther fait aussi référence aux soldats afro-américains ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ou encore au groupe de rock chinois, voire même faire référence aux super-héros de chez Marvel. En tout cas, l'une d'entre elles est Soul, pouvant faire référence à Zoro ou à Kaido, deux personnages qui aiment la buvette. Mais le plus intéressant reste l'autre panthère noire qui fait penser à Rob Lucci, membre du CP9 puis du CP0, qui possède le fruit du félin version léopard, parfois confondu avec la panthère. Mais le plus intéressant, c'est que cette panthère et Rob Lucci possèdent des cicatrices similaires au niveau du dos, alors que Rob Lucci n'apparaît pour la première fois qu'au chapitre 323. De plus, cette panthère semble regarder Usopp, peut-être car Lucci a vu Sogeking et ne connaît donc pas Usopp. En parlant d'Usopp, il pointe son arme en direction du lecteur avec un grand sourire, comme le faisait le Kiru dans le premier chapitre du manga. Peut-être pour rappeler que dans la piraterie, il faut prendre conscience que tout peut arriver. D'ailleurs, est-ce qu'à l'avenir Usopp n'utiliserait pas une arme pour mettre en joue quelqu'un? Luffy, lui, a un crâne d'animal au-dessus du chapeau. C'est possible que lui ou son chapeau se fasse manger. Et pour terminer, au niveau des écritures, nous pouvons voir Flowers ou Flowers sur un des bâtiments en fond. Donc je ne sais pas si ça fait référence à un magasin de fleurs, mais nous pouvons surtout voir Danger sur une pancarte qui fait le lien entre Zoro et Sanji. Cette pancarte est peut-être présente pour teaser un affrontement entre les deux personnages, leur rivalité ou la mort d'un des deux Mugiwara. En tout cas, il y a vraiment pas mal d'informations sur cette color spread. Je pense qu'il peut y avoir encore quelque chose à analyser. Donc si vous avez vos avis, n'hésitez pas vraiment à me mettre tout ça dans les commentaires. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas vraiment à me le mettre dans les commentaires, parce que si c'est pertinent, je n'hésiterai pas à le mettre dans le prochain chapitre de la quête, parce que comme je l'ai dit, c'est un travail collaboratif et j'aimerais vraiment qu'ensemble, on essaye d'analyser ces petites color spreads qui cachent énormément de détails. Et bien entendu, si vous avez des théories, si vous voulez regarder un petit peu les prochains color spreads, par exemple le prochain sera au chapitre 100, donc si vous voulez avancer un petit peu, essayer de déterminer certaines choses, ça peut être très sympa, c'est un travail qui est vraiment intéressant à faire, donc franchement n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces petits détails vous ont un petit peu éclairé sur le génie d'Oda, où ça se trouve c'est juste des incohérences ou même vraiment de la chance. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, à la partager, à la commenter bien entendu. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, ça m'aide grandement, nous sommes plus de 200 donc merci beaucoup à vous. En plus de ça, vous pouvez évidemment me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, il y a du très lourd qui arrive comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine, c'était Mythos, salut.